débat, bien sûr, après, hein, c'est important. Normalement, chaque petit jardin, même un petit jardin devrait avoir des poules. On va vous expliquer comment. C'est vraiment la chose la plus intéressante qu'il peut avoir. Donc c'est la chose la plus importante de l'année. Ici, dans les jardinières. Les poules. Pas dans les jardinières, hein. Je parle pas des grèves hein, et tout. Hein, là, ça continue, on est prêts. Hein, alors, je vous souhaite une bonne année. Les autres années, j'ai déconné avec toutes sortes d'affaires. Cette année, je ne vais pas déconner. Hein. Je vais juste dire un petit slogan. Un petit slogan Picard. Vous pouvez réfléchir comme ça tout le long de l'année. Qui correspond d'ailleurs avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Si les poules avaient des seins, les hommes auraient des mains. Donc, c'est pendant l'année, voilà. Alors, les semences, il n'y a pas beaucoup d'affaires à dire aujourd'hui. Jardin ornemental. Oui. Yes. Donc, ça doit être le 17, hein, donc c'est pas vendredi qui vient ici, vendredi d'après, de 6h à 7h30. Et ce sont une projection de photos de Raymond, comme depuis plusieurs années qu'on fait. Donc il va à Chaumont-sur-Loire, c'est un château où il y a toutes des petites parcelles qui a un concours de jardin d'ornement sur des petites parcelles. Donc il fait des photos, il nous les montre, ça peut donner des petites idées. Et après aussi d'autres voyages qu'il fait, il est amateur d'aller visiter des grands parcs et tout ça. Donc il fait à chaque fois des photos et il nous les projette à la réunion du mois de janvier. Voilà, donc tout le monde est bienvenu. Donc c'est quand Ça doit être le 17, si je ne me trompe pas. Donc c'est un vendredi à 18h. Hein. À 18h jusqu'à 19h30, quelque chose dans ce style-là. Alors, pour les semences, donc ça c'est très important. Il faut absolument lui donner un coup de main, parce que sinon le système il s'arrête là. Il y a 6500 variétés de semences. Avec cette année, il y en aura certainement, j'ai à peu près 200 ou 300 en plus. Des nouveautés. Mais des nouveautés pour nous, ça veut dire c'est des anciennes variétés qu'on a retrouvées, des trucs d'un peu du monde entier. Il y a des choses vraiment intéressantes. Il y avait 300 variétés de tomates en plus, mais j'en ai plus qu'une centaine, un peu tous les ans. Mais il y a tout plein d'autres choses vraiment très intéressantes dans tous les domaines. De l'étude, vraiment des trucs très anciens qu'on trouve partout. Et donc, il faut mettre tout ça. Il y en a déjà beaucoup d'arrivées, beaucoup de semences. Enfin, je m'y prends un peu plus tôt, donc il y a déjà beaucoup de semences qui sont là. Mais donc, on commence le lundi 12 janvier. Donc, c'est ouvert tous les jours jusqu'à mi-février. Hein, on peut compter pendant un mois, là. Donc à partir du 12, donc c'est la semaine d'après, donc le 12 janvier, donc c'est ouvert tous les jours sauf le week-end, à partir de 9h du matin jusqu'à 6h du soir. Donc chacun vient quand il veut, il part quand il veut, voilà. Celui qui veut passer la journée pour son pique-nique. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut vraiment essayer de donner un coup de main, parce que sinon on va pas arriver, et c'est très important. Hein, ça. Je ne sais pas si vous avez vu le prix des semences, comment ça revient, extraordinaire, et puis les attaques avec je vais dire Monsanto et tous les affaires. Cocopelli a quand même gagné son procès, hein. Je le rappelle. Ah ouais. Beaumont, il doit même payer les frais de justice et tout. Là, c'est quand même un beau succès. Mais la question n'est pas réglée. La question tribunal de Nancy, je pense, ils ont donné raison, parce que Beaumont mettait lui-même des anciennes variétés dans son catalogue. Il attaquait les Cocopelli parce que lui faisait. Alors, ça devenait quand même un peu... Mais c'est pas tout à fait réglé. Mais enfin, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Et avec le climat, je veux dire, le climat actuel, le haut, en haut, on n'ose pas attaquer hein, ceux qui font comme nous, comme les autres. Là, pour le moment, tout le monde laisse ça tranquille. C'est comme à Bruxelles, on fait, il y a des gens qui occupent des parcelles de terre, on sème, on fait... Il n'y a personne qui ose, il y en a même qui sortent les bacs à la place des autos, qui cultivent sur la rue et tout ça. Et donc, il n'y a rien qui empêche. Celui qui a voulu attaquer, on dit, les autos, ils stationnent, c'est la place d'un auto, hein, moi je suis là, je cultive. Et donc, pour le moment, il y a personne. On a un climat, pour ça, favorable. Hein, on est plutôt à l'offensive, je veux dire, et les autres sont sur la défensive. Mais Monsanto, il continue avec des nouvelles molécules. Hein, c'est pas fini, hein, loin de là, ils sont en train de préparer, de faire. Mais pour le moment, ils sont sur la défensive. Parce que tous les décrets qu'ils avaient
qu'ils étaient en train de publier là pour interdire tout plein de choses, même les semences, les champs de semences, enfin toutes sortes de produits naturels, tout ça ils ont abandonné, hein. Ils sont revenus en arrière. Donc pour le moment il faut continuer. Voilà. Donc vous avez vu aussi que les Belges, ils sont dans la rue, hein, et pas pour rien, tout est arrêté, même les Flamands, je dis même les Flamands parce que c'était le point d'interrogation. Comme les Flamands ont voté à droite aux 3/4. 3/4 de la population. Et ils sont tous dans la rue maintenant. Donc, une grande partie de la population, ils font grève maintenant. Donc, on est en pleine contradiction. Donc, il y a des gens qui ont voté pour ce gouvernement, qui fait toutes ces mesures, des machins, et maintenant qui se retrouvent dans la rue. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et dans toute l'Europe, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, c'est tout, on ne sait pas comment ça va. Quand il y a des grands changements, des grands bouleversements, personne au monde ne sait comment ça va se dérouler. Hein. Donc ça va dans tous les sens, on aurait peur, on en dit, par exemple les indignés, sous le nom indigné, il y a des gens de tout, hein, de toutes sortes. Hein, il y a même, des gens qui pensent à droite, mais qui refusent cette société, cette forme de société. Donc c'est pas ça. Donc tout ça, par exemple, en Espagne, le dernier sondage, il représente, premier parti, 25%. Ils ont créé un parti avec tout ce qu'il faudra mettre. Comment ça va se dérouler tout ça? Comment ça va arriver? Comment on va renverser la situation? Je veux dire, renverser la situation, c'est-à-dire arrêter ce libéralisme sauvage, ce capitalisme sauvage, ce bordel, mettre en place une nouvelle société avec des autres valeurs. Personne au monde ne le sait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que apparemment, ça arrête de ne pas bouger, mais c'est pas vrai. Dans le fond, ce qui va se passer en grève, partout, ça bouge fort, en France aussi d'ailleurs. Hein. Les manifestations, quand on veut installer un truc, c'est des milliers de citoyens maintenant qui font, ça recule, donc partout ça bouge. Et il ne faut pas avoir peur de... C'est normal. Quand ça bouge, ça va dans tous les sens, ça va... Bon. Ça, c'est mon vœu, le nouvel an, voilà. Voilà. Moi, je vais bouger aussi, hein, c'est le 16 et pas le 17. Ah, d'accord. Le vendredi 16. Bonjour. Alors, pour la santé, le vœu pour la santé, quand on dit bonne année, ça je l'ai dit, pour la santé, ça, on ne sait pas ce qu'il faut souhaiter. Hein. On peut souhaiter une bonne année, mais ça ne sert à rien, parce que souhaiter une bonne année, dans la santé, ça ne dépend pas entièrement de nous. Hein, bien sûr, si quelqu'un se drogue, qui boit beaucoup, qui fait, s'il arrête tout ça, ça va déjà être peut-être en la mieux. Peut-être, hein. C'est pas sûr. Les hommes, généralement, ils boivent. Ceux qui commencent à boire, c'est parce que la situation est intenable, sociale et tout. Il y a toujours, il n'y a rien qui vient comme ça. Hein, donc, les femmes font de la dépression. Hein, au lieu de boire, il y en a qui font les deux aussi. Hein. Mais c'est jamais par hasard. Hein. Et donc, par exemple, pour donner mai 68, il n'y avait plus personne chez les psychiatres. Hein. Il n'y a jamais eu si peu de malades dans les hôpitaux. Il n'y avait plus personne en 68. Hein. Enfin, plus personne. Mais il n'y avait plus beaucoup de malades. Et surtout, là, il n'y avait plus personne. Les psychiatres étaient au machin. Ça veut dire que quand quelque chose change, quand les gens ils sentent qu'ils participent à quelque chose, ça diminue beaucoup. Donc, on est dans un bon moment. Ne vous préoccupez pas trop de votre santé et tout ça. C'est là que ça doit continuer. Hein. Il y a eu des révolutions qui ont été dirigées par des grabataires. Hein. Donc, la santé, c'est le cerveau, c'est la volonté qui doit suivre. Bon, et la santé, le corps, il faut faire obéir, quoi. Il doit suivre dans les conditions qu'il peut, mais il ne faut pas se laisser avoir par ça, hein, parce que c'est trop facile. Hein. Dire qu'on est en mauvaise santé, donc on ne peut rien foutre. Non. Au contraire, quelquefois, on a encore plus de temps. Ça dépend de tout ça. Donc, pas se laisser jamais enfermer dans aucun cliché comme ça de bazar. Et surtout que ce n'est pas le moment de tomber malade, parce qu'il y a des semences à faire. Hein. C'est pas le moment. Hein. Ah ben moi, j'ai quand même déconné. J'avais dit, j'allais pas faire. C'est tout. Hein. Si vous avez des vœux à faire, chacun, allez-y. Hein, vous pouvez. Il n'y a pas que moi qui doit déconner. Hein, non, il faut le dire. Hein, non. Il faut fabriquer des armes, il faut faire quelque chose, je ne sais pas. Hein, je demande, hein.
Non. Des arbres. Hein, c'est ça. Des arbres. Les arbres, hein. Mais les arbres, c'est un bel arbre, hein. Un bel arbre, voilà. C'est tout. On va passer aux choses sérieuses, hein. Ça c'est Michel, hein, les choses sérieuses. Hein. Bon ben voilà. Oh non, pas surtout pas Si on savait peut-être. Oui, juste éteindre là-bas, oui. Là. Là, dans le coin, et là, derrière vous, monsieur. Là, ouais. Voilà, donc comme promis. Et pas en profiter parce que j'ai dit quelque chose sur les poules avec les mains. Donc comme promis, on va un peu voir l'élevage des poules pondeuses. Je vais commencer juste par une petite vidéo. C'est en néerlandais, hein, mais ça ne dure pas longtemps, c'est 2-3 minutes. Un peu pour donner le contexte qu'une poule peut se contenter de très peu de choses et qu'elle a surtout besoin d'un grand parcours. C'est surtout ça, enfin un grand parcours, mais ce n'est pas toujours possible. Mais on verra par la suite. Donc par la suite, il y aura un petit montage avec des photos et des textes et on pourra après en discuter si vous voulez. Voilà, on va peut-être lancer la vidéo. Kun je ze verwerken in de composthoop. Als er wel al zaad in zit, geef je ze beter aan de kip. Kleinvee is voor de ecologische tuinier niet echt noodzakelijk. Maar als je er wat ruimte voor hebt, is het toch wel best meegenomen. Wat eieren en vlees uit eigen tuin zijn immers altijd welkom. In de gangbare veeteelt wordt immers vaak gesjoemeld met allerlei groeibevorderende middelen. En dat komt de kwaliteit van vlees en eieren niet ten goede. Het is ook belangrijk dat de bodem van het hok droog blijft. Daarom is het goed om op de bodem strooiselen aan te brengen dat het vocht absorbeert. Hier in dit geval hebben wij dat niet gedaan omdat de bodem van het hok niet verhard is. Zorg er verder voor dat er daglicht in het hok kan binnenvallen. Dat de dieren voldoende ruimte hebben en legnesten ter beschikking hebben. Van kippen heb je ook wat mest die je in de composthoop kan verwerken. Regelmatig de bodem van het hok reinigen is dan ook de boodschap. Om kippen op een ecologische manier te houden is het vooral belangrijk dat ze veel plaats hebben. Kippen willen scharrelen. Daarom moet je niet alleen een hok voorzien, maar ook een ruime buitenloop. Zo'n ruime kippenren is voor de beestjes echt interessant. Ze kunnen er zaden, insecten en regenwormen oppikken. En op die wijze moet je ze minder extra voeding geven. Kippen zijn ook dol op keukenafval en tuinafval. Onkruid dat in zaad staat, wordt door kippen onschadelijk gemaakt. Als de kippenren niet erg groot is, dan moet je zeker wat extra granen geven. Kies dan voor ongebroken granen. Geen legmeel of legkorrels, want daar zijn vaak ongewenste additieven aan toegevoegd. En vergeet ook niet regelmatig vers drinkwater te geven. Kippen hebben de neiging het water nogal snel te vervuilen. Voilà, donc ici se termine. Donc, comme vous avez pu voir un peu dans cette vidéo, il ne faut pas nécessairement avoir quelque chose de luxueux pour abriter les poules.
du moment qu'ils ont un abri. Et si possible, hein, le parcours le plus grand possible. C'est sûr que dans les petits jardins, ça n'est pas toujours évident, mais il y a moyen d'y pallier, et on verra un peu ça dans la suite ici de la présentation. Alors, une première réflexion, c'est que on fait déjà pas mal de recyclage au jardin, donc tout ce qui est végétal, on le recycle habituellement par le compost. Donc c'est déjà une très très bonne chose que l'on peut faire. Mais pourquoi pas le faire aussi via un petit élevage, ça peut être comme les lapins, comme on en parlait le mois passé, mais aussi par les poules pondeuses. Donc eux recyclent pas mal de choses aussi. Alors le petit élevage des poules, ça demande très peu de travail, beaucoup moins que les lapins, parce qu'il n'y a pas nécessairement un suivi aussi conséquent. Il ne faut pas tellement de présence, une fois par jour. Bon, si c'est plus, c'est mieux. C'est accessible aux personnes âgées et même aux enfants, mais bon, avec les enfants, il faut peut-être un peu guider et expliquer. Et après, ils iront chercher les œufs eux-mêmes, ils iront donner de la verdure, du grain, tout ça, ils apprennent et ils prennent plaisir à ça. Alors, la bonne chose, c'est qu'on a des œufs frais régulièrement. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand on voit ce qui se passe dans les élevages industriels, j'ai vu des images là sur Internet, il y a des cadavres parmi les poules, et ils se piétinent l'une l'autre, et elles sont vraiment malheureuses, quoi. Donc, si on pouvait déjà ne fût-ce qu'adopter quelques-unes chez nous, ça serait déjà quelque chose. Alors, par la même chose, on réduit nos déchets organiques, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc les fans de légumes, les mauvaises herbes du jardin, tout ça, ça peut passer dans le poulailler. Eux font le tri, hein, ils mangent ceux qu'ils aiment bien, et laissent ceux qui n'ont pas besoin. Et tout ça, ça retourne dans le fumier et puis dans le compost. Donc on gagne tout, quoi. Et c'est un engrais très riche pour le jardin, puisqu'il contient beaucoup d'azote. Alors, quel habitat a besoin la poule? Donc je le répète, elle est peu exigeante. Elle tolère des écarts de température de 0 à 30 degrés. Bon, le tout, c'est d'avoir... donc le gel, il faudrait qu'elle soit à l'abri du gel, parce que les crêtes peuvent geler, tout ça. Mais du moment qu'ils ont un abri et qu'ils sont légèrement abrités pour passer la nuit, c'est suffisant. Alors en fait, l'abri, c'est principalement pour les protéger contre la pluie, le froid et alors les excès de chaleur. Donc c'est pas forcément l'abri où ils dormiront, mais on peut créer d'autres abris pour eux en été pour s'abriter du soleil. Ça peut être des arbres, ça peut être des arbres fruitiers qui donnent un léger ombrage. Donc on pourrait très bien laisser courir les poules dans un petit verger, par exemple. Et on a malgré tout les fruits, et en plus on a les poules. Alors les principes essentiels de vie pour la poule, elle a besoin beaucoup d'air, du soleil et de la lumière. Donc ça c'est pour son habitat, donc où elle s'abrite. Bon, quel genre d'habitat? Bon, ça peut être des bâtiments existants, des remises, des granges, comme on a pu voir dans la vidéo. Donc c'est pas quelque chose de neuf, ça peut être assez simple. On peut aussi construire, et c'est souvent le cas des annexes qu'on construit soi-même. Donc là en haut à droite, là c'est fait avec des palettes de récupération. Donc on peut très bien fabriquer des choses soi-même. Et pour ceux qui ont un peu moins d'idées ou qui n'ont pas le temps, voilà, on vend aussi des abris en kit de montage. Souvent c'est assez petit, hein, mais il existe des plus grands, mais bon, il faut déjà y mettre plus le prix. Alors. Mais bon, des petits abris comme ça pour 2-3 poules, c'est suffisant. Hein, donc, alors, l'espace consacré aux poules,
on pourrait imaginer que c'est divisé en 3 enceintes. Donc à gauche, l'abri, donc où ils iront dormir, souvent là où on donne les graines aussi, où ils vont pondre leurs œufs. La courette, c'est quelque chose, une conception qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, mais en fait, une poule aime bien d'être dehors, même par tous les temps, mais il faut qu'elle soit à l'abri de la pluie, si possible. Alors, si cette courette était couverte, ça c'est l'idéal. Et alors, l'enclos de promenade, donc ça, ils ont besoin aussi, parce que c'est là aussi qu'ils vont chercher un peu une partie de leur nourriture. Au plus grand il est, au mieux que ça vaut. Donc l'enclos, ça peut être quelque chose de très sauvage, en fonction de l'espace que l'on a. Si par exemple on a un terrain en friche et que l'on veut défricher, là elles sont championnes, elles vont vous nettoyer ça en très peu de temps. En bas à gauche, c'est plutôt un élevage d'amateurs avertis. Donc c'est quelqu'un qui a construit ça. Donc l'enclos est peut-être un peu plus limité. Donc là, on mettra plutôt des choses... il n'y a plus de verdure puisque l'enclos a été ratiboisé par les poules. Mais malgré tout, on apporte la verdure, ce qu'elles ont besoin. Donc l'enclos de promenade, lorsqu'on a par exemple un petit abri en kit, on peut très bien laisser courir sur une partie d'une pelouse si on a des grands terrains. Donc il suffit de laisser une partie ouverte pour qu'elle puisse accéder à ce parcours. C'est bien, c'est la planche qui Donc si c'est très grand, l'herbe restera. Hein. Donc, la courette, donc c'est une partie où à l'extérieur, donc la poule aime bien l'air. Donc même quand il pleut, s'il y a une pluie continue toute la journée, elle va promener dehors quand même. Si ce sont des averses, elle va s'abriter puis elle ressort après l'averse. Mais des journées comme hier, par exemple, il pleut tout le temps, c'est bien d'avoir un abri à l'air, fermé. Donc les empêcher d'aller dans l'enclos, et elles ont leur courette. En espérant que la météo se remette le plus vite possible, parce qu'elles n'aiment pas trop d'être limitées dans leur promenade. Voilà, donc la courette, on peut la couvrir, essayer le plus possible d'avoir quelque chose de clair, donc avec des plaques ondulées translucides. Le sol, donc avec de la terre, simplement, ou du sable grossier. Et on peut aussi apporter du broyat, des feuilles mortes, sèches, des copeaux de bois. Et avant, les gens utilisaient leurs cendres de poêle à charbon, parce que ça allégeait beaucoup le sol. Donc ça permettait que, surtout si ce n'était pas bien couvert, que l'eau puisse passer. La poule a aussi besoin d'un trou, ou bien un bassin, on va dire un trou pour faire leur bain de poussière. Donc ça c'est pour se débarrasser des poux et des parasites dans le plumage. On peut aussi le faire via un bassin rempli d'algues marines. Donc c'est très efficace aussi. Donc la poussière étouffe en fait les parasites. Alors c'est intéressant d'avoir aussi quelques branches ou obstacles dans la courette, parce qu'une poule elle aime bien un peu sauter, surtout un coq, sauter sur des branches et être un peu plus haut. Voilà, ça leur fait de l'exercice en plus, et ça évite l'ennui et le piquage par la suite. Elles piquent leurs congénères en enlevant des plumes. Alors, la courette, on va la limiter à 1 ou 2 poules par mètre carré, donc en fonction de l'espace que l'on a. Alors, l'abri proprement dit, donc il y a l'abri kit, en haut à gauche. Alors, l'abri amateur averti, donc là, on va un peu voir plus d'images par la suite. Donc là, en dur. Et alors, il y a aussi des kits, des choses qu'on a construites soi-même avec des planches de récupération, ou même avec des palettes. Donc ça, on fait la grandeur que l'on veut. Alors, combien de poules dans un poulailler? Je parle de l'habitat. Hein.
Ben, ça varie un peu du parcours. C'est assez bizarre, mais c'est ainsi. Donc, si le parcours est assez grand, imaginons comme à la ferme, donc les poules courent à gauche et à droite, en fait, elles ne rentrent que pour dormir. Autrement, elles vont trouver, si jamais il y a une averse, elles vont toujours trouver quelque part un endroit pour s'abriter. Parce qu'une poule aime bien être dehors. Donc, on va limiter à 5 poules par mètre carré. Dans ce cas-là, si le parcours est inférieur à 4 fois la surface du poulailler, on va se limiter à 2 poules par mètre carré. Pourquoi? Parce que là, dès qu'il y aura une averse, ils vont se mettre à l'abri. Donc, la courette peut déjà faire office d'abri. Mais si on n'a pas cette courette, eh ben, il ne faut pas qu'elle soit trop concentrée. Donc 2 poules par mètre carré, c'est amplement suffisant. Alors l'orientation du poulailler. Donc le poulailler, donc il faut de la lumière dans le poulailler. Et alors rien qu'une paroi vitrée, c'est suffisant. Et cette paroi, on va l'orienter plutôt vers le soleil levant. Parce qu'une poule, elle entre en activité très tôt au début du jour, même avant le lever du jour. Donc la lumière, ça permet de l'activer en fait. Donc si elle s'active plus vite, elle pondra plus vite aussi pendant la journée. Donc l'orientation idéale, c'est est-sud-est. Le sud, ça serait bien aussi, mais en plein été, le soleil donnerait trop de chaleur via les vitres, et le poulailler, ça serait un peu une fournaise. Donc est-sud-est, c'est l'idéal. Donc c'est pas pour autant que l'arrière, par exemple, du poulailler est perdu. Donc ça peut servir de parcours. Comme ici, cet éleveur, donc devant, c'est la partie consacrée aux poules pondeuses, et le côté et l'arrière sert plutôt aux poulets de chair. Donc avec leur petit abri, donc les poulets de chair sont sacrifiés assez vite. Donc en fait, ils les élèvent à partir de la belle saison, au printemps, donc dans le petit abri là, situé à gauche sur l'écran. Et ils ont leur parcours, donc quelques mois après, elles passent à la casserole, quoi. Alors, les parois. Donc quand on regarde à nouveau l'abri maçonné, donc ça peut être en brique ou en parpaing. Donc ça convient plus pour l'amateur averti qui va continuer à faire de l'élevage et qui est vraiment passionné par ça. Donc il va construire quelque chose de bien conçu aussi. C'est un bâtiment qui reste à demeure, donc, et c'est en dur, donc il faut un permis de construire. L'isolation est plus ou moins bonne puisque les murs sont quand même épais. Et comme je disais, il faut bien réfléchir comment concevoir. Donc il faut des passages pour les poules sortir. Allez, en fait, on consacre, enfin le bâtiment même, donc il y a l'endroit où on mettra les pondoirs et tout ça, et à côté on mettra par exemple l'endroit pour mettre les réserves de grains et tout ça, à l'abri des rongeurs. Donc ce n'est pas applicable à tous, parce que bon, ça demande quand même un investissement conséquent, mais bon, il y a peu d'entretien, une fois que le bâtiment est construit, il n'y a plus que les boiseries, mais ça se limite au châssis, quoi, en fait. Alors, les parois en bois, donc là, c'est des constructions plus légères. On peut un peu fabriquer à la grandeur que l'on veut. Ça peut être même construit que l'on puisse démonter facilement, si on a tout vissé. Voilà, si on a envie d'arrêter, ben voilà, on démonte tout, pas de problème. Le bois, c'est un bon isolant. Donc, comme vous voyez là, il y a des planches à l'extérieur, mais il y a encore une paroi intérieure, plane. Donc, ce sont des parois doubles. Donc, ça fait quand même une bonne isolation. Il y a moyen de récupérer pas mal de bois et construire son poulailler. Donc, même un peu plus petit que ça. Et c'est accessible à tout bon bricoleur.
Voilà, les poulaillers en tube de montage, quand vous regardez les catalogues de jardinage, dans les jardineries, ben, vous en avez tout plein de toutes les formes, même très artistiques, des gens qui font ça vraiment pour, plus pour leur faire plaisir et même pour les enfants, pour que ça soit gai. Donc il y a plein de possibilités. Alors, un petit rappel, donc les principes essentiels de vie et comment les appliquer dans le poulailler. Donc pour rappel, c'est la lumière, le soleil et l'air que la poule a besoin. Alors la lumière, ben, elle sera assurée par, comme j'ai dit, par les fenêtres, le châssis, mais aussi par le toit. Donc ici, en haut à droite, c'est le poulailler Albec. Donc il y a le châssis devant, mais la partie supérieure, c'est aussi un plastique translucide. Tout ça pour amener un maximum de lumière. Donc vous voyez la photo en bas, quand on ouvre la porte, on voit qu'il y a bien de la lumière qui vient du haut. Donc c'est important. La poule aime bien la lumière, elle est vite en activité. Et il faut bien se dire que, comme en hiver, le soleil se lève beaucoup plus tard, donc on a beaucoup moins de lumière. Donc ça varie selon la saison. C'est pour ça aussi qu'elle pond moins en hiver, parce qu'il y a moins de lumière. Alors le soleil, très important, parce que ça apporte aussi de la chaleur, surtout en hiver. Donc elles se sentiront mieux, elles vont pondre davantage, même en hiver, si vous avez un bon poulailler, elles sont bien soignées, elles vont continuer à pondre un peu moins, puisque ça dépend de la lumière, mais comme elles ont une certaine chaleur, un certain confort, elles continueront à pondre modérément l'hiver, sauf lors de la mue. Ça, on expliquera plus tard. Donc, vous allez me dire, oui, mais s'il y a beaucoup de soleil qui rentre, ça peut surchauffer en été. Ben alors là, on peut éventuellement faire en sorte qu'il y ait des arbres à feuilles caduques qui se présentent entre le soleil et le poulailler. En hiver, il n'y a pas de feuilles, donc le soleil rentre. Et une fois que c'est l'été, ben, c'est le feuillage qui fait ombrage pour le poulailler. Alors, l'air. Donc c'est très important. La poule, elle a besoin de 7 à 13 fois plus d'air que les autres animaux. Donc c'est ça que ça, c'est un peu bizarre, on dit tiens, les poules traînent dehors quand il ne fait pas bon, et non, elles ont besoin d'air, donc elle ne va pas rester enfermée longtemps. Donc c'est nocif pour eux. Bon, mais une poule, elle produit aussi beaucoup d'humidité. Donc, un exemple, 50 poules évaporent 5 litres d'eau en 24 heures. Donc elles ont toujours besoin de beaucoup d'eau. Mais donc c'est via les fientes, aussi via plus ou moins, pas dire transpiration, mais par leur haleine et tout ça. Donc il y a de l'humidité qui se produit dans le poulailler qu'il faut pouvoir évacuer. Donc il faut une ventilation. Donc la ventilation peut se faire par les fenêtres. Donc on peut ouvrir une fenêtre. Mais on peut aussi avoir des bouches d'aération réglables. Et là, je vous l'indique par les flèches jaunes. Donc sur l'avant du poulailler, vous avez des arrivées d'air. Et comme le toit est incliné, l'évacuation se fait par l'arrière. Donc l'air chaud monte et s'évacue par l'arrière. Donc en fait, il y a une circulation d'air, mais par le haut. Donc là aussi, c'est pour préserver un peu la toiture de votre poulailler. Parce que si toute cette humidité reste condensée, là, ça va se condenser sur la charpente et en peu de temps, votre charpente risque de pourrir. Comme ça, il y a la circulation d'air et tous les gaz nocifs, parce que comme les fientes sont riches en azote, en ammoniac, donc tout ça, ces gaz doivent être évacués. Donc aération, mais pas courant d'air. Ça veut dire que la poule, une fois qu'elle est installée dans son poulailler, sur ses perchoirs, il ne faut pas qu'elle soit dans le courant d'air. Donc il faut que la ventilation se fasse au-dessus d'elle. Excusez-moi. Le fait qu'il est entré dans le bas du poulailler, il va se créer un courant d'air aussi? Oui. En général, l'air froid descend et l'air chaud monte.
Donc voilà, il y a une circulation d'air qui se fait. Mais par exemple, dans ce poulailler ici, les poules, les perchoirs sont sous un grenier. Parce que il y a les perchoirs et au-dessus, on peut peut-être retourner voilà. Donc ici, il y a les perchoirs et au-dessus, il y a un grenier, enfin un dépôt pour mettre de la paille. Donc ça leur permet de garder de la chaleur pour elles, en dessous, mais la ventilation se fait au-dessus. Alors, ça varie en fonction des saisons. Donc, l'hiver, il fait quand même l'air est plus froid. Donc, on peut limiter un peu la ventilation. Donc, ça sera moins ouvert. On peut fermer certaines bouches en hiver et les ouvrir en plein l'été. Autre chose possible, avec une fenêtre, donc un châssis. Donc là, vous voyez un châssis basculant. Donc on peut l'ouvrir en inclinant. Mais ces vitres sont escamotables. Donc on peut enlever les vitres. Donc il se glisse dehors du châssis et fait place à un grillage qui est là en permanence. Donc ça permet, bon malgré tout, on laisse fermer alors. Et bon, le renard, on parlait des renards, ne va pas rentrer non plus puisqu'il y a un grillage. Mais on peut aérer un maximum en plein été en enlevant les vitres. Donc ça, ce n'est qu'une face du poulailler, donc ils ne sont pas dans le courant d'air non plus. Alors l'aération par le toit, donc ici c'est un toit à 2 pentes, donc vous voyez en 1 et à droite, il y a les arrivées d'air, et l'air chaud remonte par plus ou moins une bouche d'aération dans le toit. C'est ce que les professionnels utilisent beaucoup. Hein. Vous avez peut-être déjà vu des poulaillers chez les fermiers. Il y a comme des grandes coupoles au-dessus. Ben, ça sert à évacuer l'air chaud. Parce que quand il y a beaucoup de poules, l'air est très chaud. Hein, donc il faut vraiment évacuer cet air. Et en plus, l'ammoniac. Donc il y a une aspiration qui se fait. Donc l'air froid rentre, descend, et c'est l'air chaud qui monte. Et les poules sont sur les pondoirs, sur les perchoirs à droite, et elles sont plus ou moins abritées, elles ne sont pas dans le courant d'air. Donc ça c'est un peu plus applicable pour nous, donc c'est souvent un toit à un pan. Donc là aussi vous avez, donc ici l'arrivée d'air vient de droite, et alors l'évacuation se fait par le haut. Et donc les poules sont toujours pas directement dans le courant d'air. Alors le mobilier du poulailler. Qu'est-ce qu'il faut tout dans un poulailler? Donc la litière, très important. On va détailler ça par la suite. Il y a les perchoirs. La fosse à fiente ou la planche à déjection, c'est en option, c'est pas obligatoire. Ça dépend un peu le choix de la litière. Il faut des pondoirs, mangeoires, abreuvoirs, un bac à sable, comme pour les enfants. On va plutôt l'appeler bac à poussière. Le bac à déchets, bon, et verdure, c'est pas obligatoire. On peut jeter sur le sol aussi, mais ça permet que la verdure ne soit pas en contact avec les fientes. Et le récipient en calcaire. Donc, chaque chose a un peu sa place dans le poulailler. Donc, la litière, en 7, la litière, voilà. Mangeoire, abreuvoir, donc tout ça, c'est un peu en éparpille. Ça peut être accroché aux parois ou en hauteur, si la litière est épaisse. Et aussi pour éviter que ça ne soit trop souillé, parce qu'une poule aime bien gratter, donc elle va remuer tout ça. Donc voilà, chacun va faire un peu selon ce qu'il pense. Voilà, la litière, bon, la première option, c'est la litière fine. C'était un peu l'option des éleveurs amateurs de l'époque. C'est qu'on aimait bien quelque chose de sain. Donc, on nettoyait souvent. Donc, chaque semaine, c'était nettoyé.
Voilà, on enlevait les déjections, on remettait un peu de sable ou un peu de chaux, voilà, et on grattait. Donc on utilisait pour cela plein d'artifices pour éviter qu'on ne souille trop l'habitat. Comme ici, c'est un petit poulailler, donc on est presque obligé de faire une petite litière fine parce qu'on n'a pas l'espace voulu. Donc il faut nettoyer chaque semaine, enlever, remettre de la paille par exemple. Donc ça demande quand même un entretien plus fréquent, donc hebdomadaire. Et ça va très vite, hein, une petite surface, ça va très vite. Alors pour cela, on cède la planche à déjection. Vous voyez, là, il y a des perchoirs, dans les poules, donc la photo du haut. Donc il y a des perchoirs. Et en dessous, il y a une planche. Donc régulièrement, on enlève les planches et on gratte la planche. Voilà, ça évite de souiller trop le sol. Autre façon de faire, ici c'est un tout petit poulailler, donc les poules se perchent dans le haut. Et vous voyez en dessous, il y a la fosse à déjection. Donc ça passe à travers un grillage. Mais c'est fermé, hein, mais ici les portes sont ouvertes. Comme ça, les poules n'ont pas accès à leur fiente. Il ne faut pas les souiller, se souiller. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, la litière, donc la deuxième option, c'est la litière épaisse. Donc on fait ça de plus en plus, surtout si on a un poulailler, une surface, comme ici c'est le poulailler d'Albec, ça fait 4 mètres carrés. Donc on a opté pour la litière épaisse. Donc on sait qu'une poule adore gratter. Donc dès le départ, on met une très grosse couche de matériaux. Donc tout ça pour que ça reste sec. Donc il y a beaucoup de paille, beaucoup de copeaux, tout ça. Donc que les fientes sont mélangées. Donc dans ces matériaux. Et la poule, elle gratte tout le temps, donc elle remue tout ça. Donc le soleil dessèche les fientes, et alors la ventilation évacue les gaz d'ammoniac. Donc cette litière, on la vide une fois par an seulement. Et malgré tout, l'état sanitaire des poules est très satisfaisant. Donc on est un peu moins maniaque. Alors, de quoi sera composée la litière épaisse, donc les matériaux? Donc des copeaux de bois. Je ne vais pas en dire de la sciure, hein, parce que la sciure c'est très fin et ça fait de la poussière et ça peut boucher les narines des poules. Donc c'est mieux des copeaux de bois, de la paille. La tourbe, ça sèche, mais enfin bon, on sait que les tourbières ne sont pas à l'infini, donc éventuellement s'il n'y en a vraiment rien d'autre, mais la poussière de tourbe sèche peut aussi boucher les narines, les voies respiratoires des poules. Donc avec modération ça. Alors, on ajoute un peu de crottin de cheval, pourquoi? Parce que c'est un attrait pour eux. Ils vont chercher des choses dans ce crottin. Donc ça leur permet, elles sont curieuses, elles veulent aller voir, donc elles vont aller trifouiller là-dedans. Donc c'est pour que la litière soit remuée par elle-même. Donc des déchets de céréales, c'est aussi par attrait. Les épis et tiges de maïs broyés. Donc là aussi, on retrouve quelques grains de maïs. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver. Elle cherche, elle remue. C'est ça qu'il faut faire. Donc on peut assécher avec du foin ou des feuilles de fougère en fonction de ce qu'on a besoin. Ce sera souvent des copeaux de bois et de la paille. Je crois que c'est le matériau le plus facile à avoir. Alors le résultat, c'est qu'on obtient un engrais riche en azote. Donc une poule, elle produit quand même 100 kg d'éjection fraîche par an. Ça contient quand même 50 à 60% d'eau. Donc ce fumier est très riche, donc il vaut mieux le mélanger avec d'autres déchets organiques ou d'autres fumiers. Donc c'est de l'ordre de 10% d'azote. Donc les fientes contiennent environ 10% d'azote. Avec les fientes, on peut aussi en faire un engrais liquide, donc des purins. Donc
c'est des purins coup de fouet. Donc ça stimule un peu, donc c'est un apport d'azote. Bon, on sait que en agriculture biologique, on essaie d'éviter ce genre de choses-là, mais pour des plantes qui traînent, bon, on peut quand même utiliser ça. Donc ça donne un petit coup de fouet, et à utiliser avec modération. Les perchoirs. Ben, une poule, normalement, elle dort perchée. Donc, les perchoirs, c'est pas des trucs ronds, hein. C'est pas des manches de balai, hein. Parce que pour elles, c'est pas quelque chose de stable. Donc, il faut que ça soit une section carrée, de 5 sur 5, et qu'on a cassé les angles. Pour ne pas... Donc là, si on a cassé les angles, pour eux, ils ont une partie plate, donc ça leur permet de se reposer. Tandis que si c'est quelque chose de rond, ils seront toujours là à chercher leur équilibre. Donc, on installe les perchoirs à 60 ou 1 mètre du sol, 60 cm ou 1 mètre du sol. Parce que souvent, c'est aussi, une fois qu'elles sont perchées, elles les évacuent beaucoup aussi. Donc, en dessous, c'est là qu'on met la fosse à fientes, pour ceux qui veulent le faire. Donc, parce que c'est sous les perchoirs que là, il y a le maximum de fientes qui seront récoltées. Il faut compter 25 cm de perchoir par poule. Donc il faut que chaque poule ait sa section qui a suffisamment de perchoirs pour toutes les poules. Et là, lorsqu'on met 2 perchoirs contigus, ben, on les espace de 30 à 50 cm. Donc et parfois elles sont là bien serrées l'une contre l'autre pour avoir bien chaud. Alors la fosse à fientes, ça c'est facultatif. Donc c'est un genre de treillis que l'on place sous le perchoir, donc un 6-6. Donc ça permet, donc c'est un genre de treillis qu'on utilise pour faire des terrasses en béton, là, et des petits carrés là, de 6-7 cm. Donc les fientes passent à travers et ça se retrouve là en dessous. Donc c'est quelque chose qui doit être facilement démontable, qu'on puisse nettoyer chaque semaine. Et on peut aussi l'assainir en saupoudrant d'algues marines, donc pour diminuer les odeurs. La planche à déjection, donc on y revient. Donc c'est une large planche, donc c'est la planche qui est en dessous. Pas celle au-dessus où il y a les pondoirs, c'est en dessous, où il y a les perchoirs. Et là on saupoudre de sable ou d'algues marines. Et voilà. Ça permet de gratter facilement la planche. Donc, ça c'est lorsqu'on a opté pour la litière fine. Les pondoirs. Donc les pondoirs sont destinés à recevoir les œufs. Donc une poule aime bien s'isoler pour pondre. Ça peut être légèrement sombre. Donc, et si possible, accessible que pour une poule. Parce que sinon, s'il y a un peu de rivalité entre certaines, bon, c'est un peu la bagarre pour trouver l'endroit pour pondre. Donc les dimensions, c'est 30 cm de large, hauteur 40, profondeur 40. Un simple cajot suffit aussi, hein, donc un cajot de fruits qu'on aménage un peu, voilà, comme à droite là. Ou bien simplement, comme on a vu dans la vidéo, un cajot dans lequel on met de la paille, et voilà, elles s'y mettent aussi. Donc, elles aiment bien avoir la paix lorsqu'elles font ça, pour pondre. Donc, elles ne doivent pas être dérangées. Voilà, le système de pondoir. Donc ici, dans le petit poulailler, c'est un petit pondoir où on peut accueillir 2 poules, à la limite. Et là, c'est des niches individuelles. Donc, il y a toute une série. Donc en fonction du nombre de poules, on rend accessible, on met un peu de paille et voilà. Mangeoires et abreuvoirs. Donc en fonction de la litière, bon, on peut les poser au sol ou les surélever. Parce qu'une poule, quand elle gratte, elle va mettre de la paille dans sa boisson. On peut l'accrocher aux parois aussi. Donc surveiller que l'eau surtout soit toujours propre. Donc il faut changer tous les jours. Donc là, par exemple, avec l'abreuvoir à siphon,
Il suffit simplement de nettoyer un peu avec la main, comme ça, et jeter l'eau qu'il y a dans la rigole, autour du siphon, et l'eau fraîche revient par la réserve. Donc vous avez à nouveau de l'eau fraîche. Donc il ne faut pas vider le réservoir chaque fois. Mais c'est l'endroit où ils boivent que ça doit être propre. Ça, monsieur, ça peut être placé en extérieur, ça? Oui, tout à fait. Et si c'est en plein soleil, vous allez avoir plus vite des algues. Donc s'il gèle, ça gèle aussi, à l'intérieur aussi. Donc ça c'est un peu le souci pour l'éleveur, c'est en hiver, il faut garder ces choses-là accessibles pour les poules. Donc en versant de l'eau chaude, hein, pour que vous faites fondre la glace. Et cette eau chaude reste plus longtemps liquide, donc ça permet qu'ils aillent s'abreuver plus longtemps. Donc là, vous allez 2-3 fois par jour, enfin, en fonction du temps disponible. Les mangeoires, donc les mangeoires, voilà, il y a différentes sortes. Ça c'est les mangeoires classiques. Là, la mangeoire bien longue, pourquoi? Parce que si on a opté par exemple, quand on veut nourrir ces poules par des moments réguliers, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout le temps à disposition des graines, il faut que la mangeoire soit bien grande, une fois qu'on apporte les graines, que toutes les poules puissent manger en même temps, sinon c'est la bagarre. Donc si vous avez qu'une petite mangeoire, c'est les plus costauds qui vont faire la loi et les autres iront manger s'il reste quelque chose. Ici, bon, l'abreuvoir à gauche, donc ça c'est un genre de seau avec une réserve d'eau aussi. À droite, je trouve ça très intéressant, c'est la mangeoire trémie. C'est-à-dire que la poule se présente, donc marche sur la trémie, donc sur la grille, et un clapet qui ouvre et qui donne accès au grain. Évidemment, au début, la poule ne sait pas trop où se trouve le grain, donc il faut qu'elle sache où se trouvent les graines. Donc au début, on posera simplement une brique sur la trémie pour que le clapet reste ouvert. Comme ça, la poule, elle sait que, ah tiens, là, il y a du grain. Et à force, bon, il y a toujours une plus franche que d'autres qui vont manger en premier et les autres suivent. Et par la suite, une fois qu'ils ont l'habitude, vous enlevez la brique et la poule sait qu'en allant là-dessus, que ça s'ouvre. Voilà. Pourquoi on fait ça? Ben, si vous avez par exemple des rats, donc eux, les mangeoires classiques, ils viennent manger les grains. Donc c'est pas la peine d'aller nourrir les rats. Avec ça, vous êtes à l'abri. S'il y a des oiseaux, donc parce que les oiseaux savent aussi, s'ils ont accès à l'intérieur du poulailler, ils viennent et ils peuvent aller manger les graines aussi. Donc s'ils voient les graines, ils les mangent. Si c'est à l'extérieur dans la courette, par exemple, aussi les oiseaux ont aussi accès. Donc voilà, ça permet de limiter les pertes par les parasites. Pour les rats, si on met en hauteur, ils vont manger en hauteur les poules? Si elles doivent sauter un petit peu pour aller manger? Ben non, c'est légèrement surélevé. Pourquoi? Parce qu'il y a la litière épaisse, simplement. Si on ne met pas ce système-là, si je le mets, mettons, moi je... Les rats vont grimper, savent grimper sur les parois. Sur les parois, Ouais, ils vont ouais. grimper. Ouais. Ou bien il faut vraiment le suspendre avec des fils. Bon là, ça va balancer, c'est peut-être pas toujours facile pour la poule. Mais bon, ça coûte peut-être, on dit 40-50 €, mais vous êtes tranquille, quoi. Donc, autrement, votre réserve de grains va y passer. Hein. Vous allez avoir des beaux gros rats. Et après, ils peuvent s'attaquer aux poules. Hein. Vous êtes obligé de donner à manger toute la journée? On ne peut pas donner à manger et enlever quand ils ont fini? C'est un choix de... Enfin, je vais... Que à condition qu'ils ont toujours quelque chose à manger. Oui. Ben, ils mangent dehors, ils mangent l'herbe, ils mangent... S'ils ont ça, oui. Oui. Parce qu'une poule va savoir toujours manger ou boire. Oui. Parce qu'elle ne produit pas de salive. Donc si elle ne mange pas ou si elle ne boit pas, sa gorge se dessèche, s'irrite et on attrape des maladies genre gros rhume, etc. Pas d'œuf. Et plus d'œufs, ça c'est clair.
Et ça demande plus de présence aussi. Donc quelqu'un, un éleveur amateur qui est là, souvent, donc c'est bien, ça évite le gaspillage. Ils jettent des poignées, comme on a vu dans la vidéo, ils jettent des poignées. Voilà, ça doit être mangé dans la demi-heure. Donc la fois suivante, il jettera peut-être un peu de verdure, ou bien de la pâtée, on va expliquer tout ça. Donc voilà, et le soir, il va peut-être remettre une poignée de grains. Bon, parfois, quand on a un grand parcours, pour faire rentrer les poules, on jette une poignée de grains à l'intérieur. Donc, elles savent, elles rentrent. Donc, vous avez des problèmes avec les renards, par exemple. Ben voilà, vous enfermez vos poules la nuit. Ben voilà, c'est un truc pour faire rentrer les poules au poulailler. Moi, personnellement, j'ai un petit poulailler chez moi. Bon, je n'ai pas de problème avec les renards, ça peut rester ouvert. Mais les poules rentrent pour dormir. Hein. Elles aiment bien être à l'abri. Donc elles rentrent d'elles-mêmes et elles ne ferment pas. C'est une habitude. Hein. Ouais. Donc vous pouvez diriger l'endroit où votre poule va dormir. Dès que vous les achetez, le soir quand il fait noir, vous les mettez dans l'endroit où ils devraient dormir. Vous faites ça 3, 4, 5 fois. Et après, elles vont toujours continuer. Et si vous voulez éventuellement qu'ils changent de place, ça n'ira plus. Parce qu'elles vont toujours retourner là où ils ont l'habitude de dormir. Alors la poule a aussi besoin du calcaire. Donc le calcaire, ça il sert à broyer les graines qu'elle mange dans son gésier. Donc le calcaire, donc ça peut être des petits cailloux, des petits graviers, qu'on trouve dans les cendrées, tout ça. On peut aussi l'apporter avec les écailles d'huîtres que l'on casse et que l'on écrase. Les écailles d'œufs, on peut aussi, mais il faut les écraser pour qu'ils ne puissent pas reconnaître que c'était un œuf. Donc ça permet que ça retourne à la source. Donc elle a besoin de ça pour, quand elle grandit, quand elle est poulette et qu'elle grandit, donc pour son squelette, mais alors ça sert aussi à la formation de la coquille de l'œuf. Alors, le bac à sable, donc c'est en fait un bain de poussière. Donc il faut qu'elle ait quelque chose. Donc elle ne se lave pas à l'eau, elle se lave avec de la poussière. Donc ça permet de tuer les parasites. Et une poule en plein été, elle fait un nid de poule, comme on dit. Elle fait un trou. Et alors elle se vautre là, et c'est chacun leur tour. Elles vont là dans la terre sèche. Et ce saupoudre, c'est pour se débarrasser éventuellement de ces parasites. Donc des poux, la gale et tout ça. Donc c'est un peu inné, hein, c'est un comportement inné. Évidemment, ce récipient doit être à l'abri des intempéries, donc dans la courette couverte, ou bien il faut couvrir carrément le récipient avec un petit toit pour que ça reste à l'abri de la pluie, sinon on n'avait plus l'effet de poussière. Alors là, c'est la construction du poulailler Albec. Donc là, on a opté pour la litière épaisse. C'est pour ça que le bas a été fait en plaque de béton. Donc c'est 2 mètres sur 2. C'est tout simple. Donc ça permet d'avoir une litière de 30 à 40 cm d'épaisseur. Donc on nettoie ça 1 fois par an. Ouais, si. Au début, on a laissé en terre battue et on avait posé des dalles comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait des visiteurs. Donc ils se cachent en dessous. Et la nuit, ils viennent manger les mangeoires classiques. Et ils peuvent, à la limite, mordiller les pattes des poules. Donc ici, il y a 1 an ou 2, on a recoulé une chape dedans. Comme ça, on n'a pas ce souci de visiteurs en dessous. Les rats. Pour les rats, oui. Les rats, moi, à mon avis, ils rentrent partout. Donc c'est pas que... Oui. Mais ils s'installent ils s'installent en dessous. Ils sont là plus près de la nourriture. Ouais. S'ils viennent de l'extérieur, bon, ils prennent déjà plus. Oui, la nourriture. Hein. Ah ouais. Il n'existe pas des répulsifs, mais des répulsifs naturels, par exemple la lavande, des choses qui
qui masquerait l'odeur ou... Non, non. Non, non, c'est très intelligent. Hein. Donc je crois que la seule solution, c'est les empoisonner. Ça, il n'y a rien à faire. Ah ouais. Ah oui. Empoisonné. Mais vous mettez ça dans les petits sachets, là, vous les mettez dans leur galerie. Ouais. Surtout pas accessible aux poules. Ça peut être dans une caisse avec un trou. Et vous mettez des sachets empoisonnés, ils vont les chercher, ils vont les manger. Et après, vous retrouvez les cadavres des poules, des rats, et il faut les évacuer parce que les poules risquent de piquer dedans. Et c'est vrai qu'un rat, s'il trouve des cadavres de rats, il vient plus après. Je sais pas. On m'a déjà dit ça. J'ai l'impression C'est qu'il vrai peut ça. même. Ouais. Donc, voilà. Un rat, des fois, là, Ça mange de tout, mauvais, hein. ou est-ce que c'est mauvais? Il y en a un qui se meurt lui-même, il se tue lui-même, et les autres savent qu'à cet endroit-là. Il y aurait du grillage. Clôture de... Oui, on pourrait mettre du... Si vous laissez la terre battue, vous pouvez mettre un grillage à poules en dessous aussi. Hein. Donc enterrer un grillage de poules, donc ça va aussi. Mais il faut aussi fermer l'accès au poulailler. Donc c'est une contrainte, il faut aller chaque fois fermer la trappe aussi. Hein. Donc, et pas oublier de l'ouvrir le lendemain matin. Hein. Donc c'est un petit peu, bon, il faut réfléchir un peu à tout ça. Donc là, c'était un poulailler que j'avais construit, enfin où j'habitais avant, et j'avais fait démontable parce que ça n'était pas dans ma propriété personnelle, donc c'était chez la voisine, donc on m'avait donné l'autorisation. Mais je m'étais dit, bon, le jour que ça ne va plus, ou qu'elle déménage, ou que moi je déménage, que je puisse le démonter et qu'il n'y a pas d'histoire. Donc c'est ça que j'ai fait tout en démontable, mais c'est fabriqué maison, quoi. Voilà, donc ici on a prolongé un peu le gîtage, la toiture, pour la courette. Donc vous allez voir dans la dia suivante. Donc voilà, donc le toit n'y est pas encore, mais la courette elle se trouve au centre de l'image. C'est très petit, mais bon, finalement on ne l'a pas fermé, mais bon, ça c'est un choix. Donc habillé avec des planches. Donc c'est à peu près 2 cm d'épaisseur. Et l'intérieur est habillé de plaques de sous-toiture, de la menuiserie. Vous voyez ce que c'est? C'est des plaques que l'on met sous les tuiles. Donc c'est quelque chose de solide et de plane, pas épais, c'est 4 mm. Et on cloue ça sur l'intérieur. Et en chaume, on met de la chaux liquide dessus. Donc ça permet d'avoir un milieu bien sain. Si vous avez des aspérités dans les parois intérieures, par exemple le parpaing, il y a des petites alvéoles dedans. Là-dedans, il peut y avoir les poules qui se mettent aussi. Donc elles peuvent aller là, s'abriter, et puis ils vont sur la volaille. Donc là, il vaut mieux les boucher et puis mettre de la chaux dessus. Voilà, le poulailler est terminé avec la trappe d'accès. Donc il y a encore une petite planche d'accès, mais enfin, ça va sauter là. Voilà. Donc vous avez le bas qui est complètement en béton, donc ça va. Donc avec la litière, parce que la litière est épaisse, donc il y a quand même des fientes et tout ça qui pourraient attaquer le bois. Donc là avec le béton, il n'y a pas de problème. Faire un poulailler complètement en plaque de béton, c'est tout à fait déconseillé parce que c'est archi froid en hiver. Donc, en tôle métallique non plus, hein, c'est archi froid aussi. Donc il vaut mieux prendre le bois ou un matériau brique par part. Voilà, donc là il est achevé avec des pondoirs. À l'époque c'était les caisses emménagées, il y avait 3 pondoirs avec un petit escalier pour accéder au perchoir et la réserve de paille au-dessus. Donc dans la litière épaisse, on ajoute régulièrement du matériau. Donc on voit que ça diminue parce que les poules grattent, le matériau se réduit en petites pièces et bon, pour éviter que ça devienne humide, on rajoute toujours des matériaux secs. Voilà, ici c'est l'aménagement d'un petit abri pour poules.
Donc ça c'est chez moi. Donc en fait, en publicité, il y avait une petite maisonnette pour enfants, pour en mettre au jardin. Et je m'étais dit, bon, mais j'avais d'abord cru, d'abord pensé faire un poulailler moi-même avec des planches. Bon, il fallait des planches de récupération. Alors, en regardant, bon, si je n'avais pas en suffisance, je vais aller chercher des nouvelles planches. Et j'ai constaté que ça coûtait très cher, les nouvelles planches. Alors une petite maisonnette pour enfants, c'était en promotion. Et donc j'ai un peu aménagé pour l'aménager en poulailler. Donc il n'y avait pas de fond, donc j'ai surélevé avec quelques 4 parpaings, un petit plancher, et j'ai mis une plaque. Ouais, c'est du triplex. Oui, on l'utilise pour faire du béton. On fait des coffrages en béton, voilà. Donc voilà les parois installées. Ben non, mais bon, s'il fallait acheter toutes les planches, ça coûtait même plus cher. Bon, voilà. Mais dans ce style-là, il n'y a pas ce système de ventilation. Ben, si derrière, on ne le voit pas, mais il y a un trou de ventilation et je laisse toujours la partie basse ouverte. Voilà. Il y a une fenêtre sur le côté, vous voyez. Il y a une fenêtre sur le côté, et alors la porte est en 2 parties. Donc je laisse la partie basse ouverte. Et dans le haut, au-dessus du plafond, là, il y a un trou où il y a une petite ventilation qui se fait. Donc, bon, c'est pas. L'été, ça reste ouvert. À l'automne, je ferme un pan. Et l'hiver, je ferme les 2. Et on met combien de poules? Ben, ici, je mets 4-5 poules. Sinon, l'idée est pas mal. Ouais, c'est tout simple. Et bon, voilà. Et voilà, donc voilà, ça c'est l'abri et le parcours, l'enclos, sous les arbres fruitiers. Voilà, une clôture d'1,50 m. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup de place, mais ils savent courir, donc ils ont quand même de l'espace. Et la toiture, vous l'avez quand même faite en translucide? Ben, là c'est en... Non, là c'est... Non. Ben, non, là c'est en papier bitumé. Donc c'était fait d'office comme ça. Donc, ben, elles sont souvent dehors, hein. Elles n'y vont que pour pondre et pour manger les graines et pour dormir. Et la solution juste avant, là, au niveau du nettoyage, vous avez mis, comme en dessous vous avez un panneau bois, vous avez mis un lit de paille. Là c'est la litière fine. Non, fine, parce que là je ne sais pas faire Donc, toutes les semaines vous changez ça? Ouais, ben, souvent lorsque c'est un peu souillé, on jette tout dans le parcours. Voilà. Et on remet de la paille fraîche. Donc, et alors c'est souvent la paille qui est dans les pondoirs que l'on met par terre. Voilà. Il y a un peu un roulement qui se fait. Alors, l'alimentation de la poule pondeuse. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange des graines, de la verdure et des petites proies animales. Donc c'est assez complet. Voilà. Une poule pondeuse ne peut jamais manquer de nourriture. Pourquoi? Parce que si le cycle de ponte est interrompu, ça peut mettre beaucoup de temps à une reprise de la ponte. Si par exemple vous avez oublié de donner à manger pendant quelques jours, ça peut être interrompu pendant 15 jours, hein, la ponte. On a eu le cas ici récemment à Albec. Donc on n'avait plus de poules, et on a eu connaissance d'un monsieur qui s'est débarrassé de son poulailler, enfin de ses volailles. Et ce monsieur était en instance de divorce, il ne voulait plus s'occuper des poules. Il ne les avait plus nourries pendant plusieurs jours, pendant une semaine. Et pourtant, elles commençaient déjà à pondre. Donc, il a fallu 15 jours avant qu'elles recommencent à pondre. Alors je ne vous dis pas, lorsqu'on a mis les premières graines, c'était la razzia. C'était vraiment affamé qu'elles étaient. Vous voyez qu'une poule ne peut pas manquer de nourriture. Donc, si on veut... Voilà, les 2 alternatives, c'est que l'éleveur est très présent, et l'autre, c'est lorsqu'on l'est moins. L'éleveur très présent, lui, il regarde un peu son porte-monnaie, il se dit, bon, pour éviter le gaspillage, pour éviter que les pigeons
extérieurs où les oiseaux viennent manger quand je jette des graines. J'en mets pas des masses, j'en mets juste pour que dans la demi-heure, tout soit mangé. Mais il fait ça régulièrement. Donc il se représente régulièrement dans le poulailler, en redonne. D'autres fois, il mettra de la verdure, et voilà. Donc ça, c'est un peu un choix. Et voilà. Et une poule, elle adore aussi toujours picorer. Donc, il faut qu'elle ait à manger, mais aussi que dans le parcours, il y aura des choses intéressantes. Donc, elle cherchera toujours à... Donc, si elle picore, si le parcours est très petit, elle risque de piquer les plumes des autres. Donc, si elle s'ennuie. Donc, si elle a toujours à manger, elle aura déjà moins cette tendance à aller chercher la nourriture, à déplumer une autre, puisqu'elle a assez à manger, et en plus, elle s'occupe. Alors, les graines. Donc, c'est souvent un mélange de céréales et de légumineuses. Donc, c'est du blé, du maïs, du pois. Moi, je conseille concassé, parce que lorsque ce sont des graines entières, elles sont parfois boudées, parce que c'est parfois un grain de maïs, c'est quand même gros, hein, donc pour avaler. Alors, souvent, ça reste là. Donc, quand c'est concassé, alors chaque fois qu'une poule picore, voilà, c'est une activité, donc c'est ça qu'elle doit faire, picorer tout le temps. Et c'est une grosse graine, elle picorera moins, puisqu'elle a avalé, elle a satiété. Tandis que si c'est des petits morceaux, elle va picorer. Donc c'est ça qu'elle doit faire, toujours picorer. Alors mettre les graines à l'abri du pillage, donc ça j'ai expliqué là dans les mangeoires à trémies. Mais alors aussi dans votre réserve à grains, mettez-les dans un tonneau métallique. Parce que les rats aussi, ils sentent vite qu'il y a du grain, par exemple, dans votre remise. Si c'est un sac que vous avez acheté et que vous mettez comme ça, il y aura vite des trous. Ils vont venir piller vos graines. Alors, la verdure. Donc, la verdure, ça donne du lest, donc un volume. Et ça aide à la digestion des autres aliments. Évidemment, ça apporte des vitamines et oligo-éléments, des sels minéraux. Donc les verdures, c'est assez varié, donc en fonction de ce que l'on a au jardin. Donc s'il y a dans le parcours, si c'est un grand parcours, ils vont picorer des choses à gauche, à droite, des pissenlits, même de l'herbe. Bon, si le parcours est limité, il y aura vite plus de verdure, donc il faut apporter de la verdure de l'extérieur. Donc si on est bon jardinier, on a de la verdure aussi bien été que hiver. Pas oublier les épluchures de fruits et de légumes, sauf l'épluchure de pommes de terre, qui peuvent contenir la solanine. Il faut les cuire. Oui, il faut les cuire. Les épluchures de légumes, de fruits, par exemple, pour aider, vous les coupez en petits morceaux, hein, et vous les donnez. Donc comme ça les aide à enfin, il y a moins de gaspillage, puisqu'ils vont les picorer les petits morceaux. Donc les fruits abîmés, par exemple des pêches ou des prunes qui sont abîmées, il faut les jeter voilà, aux poules, même si c'est un peu pourri, pour eux ça ne fait rien. Alors, on va dire en hiver, on n'a parfois plus grand-chose, mais on peut encore donner des légumes râpés, donc des carottes fourragères, des betteraves, fourragères, des navets, des topinambours, ou des carottes qui ne sont pas très belles pour nous. On dit, bon, on en a assez, vous les râpez et vous les donnez. Vous pouvez donner ça dans leur, je peux expliquer, dans leur pâté. Donc ça permet d'avoir des légumes. Oui. J'en arrive. Voilà. Autre chose qu'on ne pense pas toujours, bon ça c'est un petit peu un luxe, c'est les graines germées. On peut faire germer des graines. Donc les graines germées s'enrichissent en vitamines et en acides aminés. Donc on les fait tremper 24 heures et ensuite on les étale à température ambiante et on les rince régulièrement, comme on fait des graines germées pour nous. Et voilà, les pois, les févroles, luzerne, soja, lentilles, colza, moutarde, tout ça on peut faire germer. Bon, évidemment ça prend un peu de temps, c'est pas obligatoire.
C'est peut-être en hiver, ça donne un peu un plus. Si vous n'avez pas beaucoup de verdure, ben, vous pouvez encore faire ça. Les matières animales. Donc une poule a besoin de beaucoup de protéines. Pourquoi? Tout d'abord pour sa croissance. Quand elle est petite, elle est poulette, elle doit grandir. Donc elle a besoin des protéines pour sa croissance, mais aussi pour la fabrication de ses œufs. Parce que les œufs contiennent des protéines, donc l'albumine. Le blanc de l'œuf, c'est l'albumine. Donc constamment, elle doit produire ça. Donc elle a besoin de matières protéines. Donc, si elle a un parcours libre, très grand, elle va trouver à peu près la moitié de ce qu'elle a besoin en vers, en escargots, des limaces, de manger cloportes, des larves d'insectes, des chenilles. Si le parcours est plus petit, rien ne vous empêche d'aller apporter tout ça vous-même. Hein. Donc vous récoltez vos escargots et vos limaces et vous les balancez aux poules. Pour eux, c'est de la nourriture et vous les retrouvez tout ça dans les œufs. Transformés, évidemment. Les restes de table, bon, par exemple, des restes de viande, de poisson, bon, on ne va pas dire de viande pourrie, hein, mais qu'on trouve quelque chose qui est plus très frais, qu'on dit, bon, ben voilà, du jambon les tranches de jambon qui collent un peu, qu'on a un peu oublié, ben voilà, il suffit de couper un petit morceau, et ça, vous le mettez dans les pâtés, on va en parler maintenant. Voilà, les pâtés humides ou sèches. Donc c'est à base de céréales, mais souvent on utilise le pain sec que l'on trempe dans l'eau pour le ramollir. Alors on l'enrichit avec tous les restes de table. Donc ça peut être des restes de viande, des couennes de jambon, les clous de jambon. Là. Que d'habitude on peut jeter à la poubelle, ben non, on peut donner aux poules. Donc un reste de poisson, bon, il faut évidemment pas mettre du poisson pourri, hein. Mais bon, des choses en excédent, bon, qu'on aurait tendance à jeter à la poubelle, parce qu'on ne veut plus en manger, ben voilà, c'est pour les poules. Du fromage aussi. Oui, aussi, ouais, j'aurais pu l'ajouter, oui. Les carapaces de crevettes, là, on peut donner ça. Oui. Des quoi? Les carapaces de crevettes. Ah, Oui. ouais. Alors, éventuellement, on peut, au lieu de l'eau, on peut mettre du bas beurre. Donc ça, c'est très bon aussi. Donc les poulettes, les jeunes poules aiment bien les pâtés, même les anciennes, mais surtout les jeunes. Parfois, quand vous les achetez très petites, il faut acheter des petites graines et parfois, avec les pâtés, voilà, elles s'alimentent quand même avant de passer à la graine concassée. Il faut quand même faire attention quand vous donnez les restes de crevettes et de poissons. Ouais, Parce que si vous en donnez beaucoup, l'œuf peut avoir éventuellement un peu le goût de poisson. Qui n'est pas toujours très agréable. Le beurre, c'est quoi? Ah ben, c'est en forme de lait battu, hein, c'est un peu... Ouais. Il reste du lait battu. Oui, par exemple, un reste que vous allez jeter à l'évier, ben non. Les poules. Et tout ça, c'est recyclé. Par exemple, le biberon de bébé peut être mélangé dans le lait des poules. Il y a souvent un petit fond qui reste et qui ne veut pas tout boire. Oui, au lieu de jeter, ben voilà. C'est une poubelle, quoi. Oui, mais finalement, c'est recyclé. Hein, pour eux, c'est une nourriture. Pour nous, c'est un déchet, mais pour eux, c'est la nourriture. Le bas-beurre, Très c'est bon ce qui reste quand vous battez le beurre. Oui. L'eau qui sort quand vous battez le beurre. Ça, oui. Ou des restes de lait battu, c'est bon aussi. Ou Hein, alors, donc, pour le fromage, je pense, c'est le petit lait. ouais, lait ceux pour qui les surnagent, très là. bons. Ouais. Alors, l'eau, très important, comme a dit Ignace. Donc, c'est vraiment indispensable à la poule. Elle boit vraiment régulièrement. Donc, quand elle a surtout mangé des graines, bon, elle vient s'abreuver. Donc, en hiver, il faut s'assurer que les réserves d'eau ne soient pas gelées. Donc, éventuellement, vous mettez peut-être, pour remplacer l'abreuvoir qui peut être complètement gelé, vous mettez peut-être un pot un peu évasé, assez lourd, qui tient au sol, vous mettez l'eau, et comme ça, quand ça gèle, bon, ça n'éclate pas le pot, parce qu'il y a un pot fermé comme ça, il peut s'éclater. Et là, vous versez de l'eau chaude dessus pour faire fondre le tout, ou bien vous évacuez la glace, vous mettez de l'eau tiède ou chaude,
Et comme ça, l'eau, elle reste plus longtemps disponible avant qu'elle ne gèle à nouveau. Donc l'hiver, quand il gèle assez fort, il faut aller voir matin et une fois l'après-midi encore pour voir s'ils ont encore de l'eau disponible. Moi, personnellement, j'ai récupéré des cocottes, des anciennes cocottes en inoxydable, de 10 litres. Et je préfère ça parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer que les pots en galvanisé comme ça. Ah oui, c'est émaillé quoi, ou en inox. Il n'y a rien qui colle avec une petite brosse, on frotte un peu, on rince et puis c'est propre. Et des anciennes casseroles en fonte aussi, hein, ça va aussi émailler. Ben voilà, s'il y a du poids, ils ne vont pas renverser parce que ils ont tendance à grimper dessus, donc ils peuvent renverser leur. Voilà. Tandis que l'abreuvoir, lui, il est bien stable. Le récipient que vous mettez l'hiver, lorsqu'il gèle, ben, il faut veiller à ce que ça ne soit pas renversé. Donc on peut aussi verser un petit bouchon de vinaigre dans l'eau de boisson. C'est un antiseptique. Qu'est-ce que vous appelez une cocotte? C'est quoi une cocotte? Une poule. C'est pas la poule. Hein. C'est normal la casserole à pression. C'est parce que c'est assez grand et c'est assez lourd. Parce que c'est assez épais. Et ça, on trouve parfois en marché aux puces ou quelqu'un qui s'en débarrasse. Quoi. Quand le couvercle est cassé, souvent on jette le reste. C'est combien un bouchon de vinaigre dans combien de litres? Oh, dans 10 litres. Hein. Ouais, c'est... Et préférez le cidre de pomme ou quelque chose de naturel, pas le cidre vinaigre d'alcool. Vinaigre plutôt de pomme ou quelque chose comme ça que le vinaigre blanc. Il n'y a aucun aliment, fruits ou légumes qui peuvent vous empoisonner, comme avec certains oiseaux, on sait qu'il y a des choses qui peuvent faire une bonne pour eux. Ce qui est bon pour nous, de toute façon, est bon pour eux. Donc s'il y a du poison pour nous, ben, on ne donne pas aux poules. Il faut le tri. Hein. Si on a des digitales, par exemple, dans le jardin, on ne va pas jeter la verdure de digital. Hein? Si on a du muguet, on ne va pas jeter la verdure du muguet. Oui, mais un accident est vite arrivé. Hein? En principe, elles vont trier. Si elles ont vraiment le choix, et dans la nature, elles ne vont pas aller picorer là. Mais quand vous jetez, c'est mélangé, parfois c'est des tout petits morceaux, et ils avalent quand même. Hein? Ouais, tout ce qui pousse au potager, bon, en général. Le poireau, oui, mais coupé en petits morceaux, ils adorent. Et à chaque fois, il faut qu'ils s'habituent. Une nouvelle odeur, un nouveau goût, ça mettra un certain temps avant qu'ils connaissent, avant qu'ils apprécient. La grande consoude, c'est très 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 riche, c'est très bon, donc on n'en donne pas trop, mais au début, elles vont la bouder. Et après, elles vont manger même les tiges, elles dévorent presque tout, une fois qu'ils savent ce que c'est. Et pourquoi vous dites donner pas trop? Pas trop parce que c'est trop riche. Trop riche. Ouais. La consoude. On emploie pour faire le purin. Et si elles sont en parcours libre et qu'il y a une plante de consoude? Ah oui, mais elles vont picorer ce qu'ils ont envie de picorer. C'est un peu comme nous, ils vont manger ce qui les intéresse le plus et laisser le reste. Ouais. Mais quand on jette souvent, c'est nous qu'on fait, on tire. Ils font confiance. Les feuilles de consoude, ça va vite. On a vite une grosse poignée, on jette au-dessus. Bon là, il faut quand même... Mais jeter un mélange de feuilles, de salade, il faut d'abord manger ce qui est tendre. Et la consoude, elles mangeront seulement après. Donc là aussi, si vous mettez des grandes quantités, bon, en été, c'est pas trop grave, puisque vous en avez assez, vous jetez, ils piétinent une partie, ça retourne dans le fumier, c'est pas grave. En hiver, quand vous avez un peu moins de verdure, jetez des petites quantités. D'ailleurs, une poule mange un peu moins l'hiver aussi, mais malgré tout, apportez en plus petite quantité. Donc, des feuilles de chou, par exemple, aussi, hein, ils adorent ça. Hein. Et mettez plutôt à l'abri quand même de la pluie, tout ce qui est verdure. Parce qu'à la longue, ça va pourrir, ça va devenir vraiment bouilli. Moi, j'aime pas de jeter les verdures dehors, je les jette toujours à l'intérieur. Ouais. En été, ça peut se faire. Oui, tout à fait. Ouais. Ben voilà, bon, quelques considérations générales. Donc une poule commence à pondre à partir de 5-6 mois. Elle pond son maximum quand elle a 2 ans. Après, ça diminue légèrement jusqu'à sa mort. La saison de ponte,
est à son maximum entre février et fin avril. Ensuite, ça diminue aussi. Et elle peut s'arrêter lors de la mue. Une poule, elle peut pondre entre 120 et 200 œufs par an. Comptez sur une année, un jour sur deux. Voilà, ça c'est un peu l'idée que je devais avoir. Donc un œuf sur deux. Un jour sur deux, un œuf. Voilà. Une poule, elle peut vivre 4 à 5 ans, et même parfois plus. Je ne suis pas d'accord que c'est à l'âge de 2 ans. C'est pendant les 2 premières années qu'elles pondent le plus, à mon avis. Déjà la deuxième année, ça diminue un peu, mais les œufs sont plus gros. Oh oui, donc, ouais. Une fois qu'elle a atteint 2 ans, elle est à son maximum. Ouais. Ouais, donc, C'est marrant que ce soit février, parce qu'en février, les jours sont encore courts. oui, mais ils ont refait leur chapelet d'œufs. Donc il y a eu peut-être la mue, il y a eu le repos hivernal, parfois moins ou plus du tout. Et le chapelet s'est refait. Et bon, à partir de février, bon, pour eux, c'est la nouvelle année. Donc voilà, ils recommencent à pondre. Ça dépend des régions peut-être aussi? Non, ça dépend aussi de l'âge de la poule. Quand vous avez des jeunes poulettes que vous avez introduites en été, elles vont même continuer à pondre l'hiver. Et elles s'arrêteront peut-être au mois de février, parce qu'ils ont aussi leur cycle de vie. Et la deuxième année, là, c'est plus au mois de janvier qu'elles vont arrêter, parfois en décembre, ça dépend. La météo aussi parfois. Hein. C'est souvent, quand il commence à faire froid, tout d'un coup, ils s'arrêtent, et après, on va s'habiller un certain temps avant qu'ils recommencent. Mais c'est l'âge, quand elles sont jeunes, qui intervient pour la mue, et aussi pour l'arrêt de leur cycle de ponte. Donc oui, c'est pour ça que moi j'ai toujours les œufs en hiver, parce que j'ai toujours des jeunes poules et des plus anciennes. Les plus petits, les œufs? Ils sont plus petits, ils sont plus petits. Les jeunes poules ont des œufs plus petits. Et parfois, quand ils recommencent à pondre, on peut avoir aussi un jaune d'œuf qui est plus clair, ou qu'on a parfois un peu de sang à l'intérieur. Mais bon, même s'il y a un petit peu de sang, ce n'est pas du tout dramatique, ça se mange, on mange bien du boudin, donc de la viande avec du sang. Donc la mue. Donc la mue, c'est le phénomène que la poule renouvelle ses plumes, donc les anciennes plumes tombent un peu à la fois, et sont remplacées par les nouvelles. Donc pour elle, bon c'est un phénomène naturel, mais pour elle c'est une épreuve. Donc elle va un peu se comporter comme si elle est malade, elle est un peu comme ça, tristounette. Mais bon, c'est normal, la mue, ça demande un effort. Donc souvent, la ponte, elle est interrompue pendant la mue. Et en général, donc une poule adulte, elle commence sa mue fin août, et ça peut durer plusieurs mois. Des jeunes pouillettes, leur mue, ce n'est que l'année suivante, je crois. Oui, ils font leur vraie mue. Ça dépend s'ils sont nés très tôt dans l'année. Voilà. Est-ce qu'on porte peut-être comme s'ils sont déjà plus âgés? Okay. On peut leur donner leur propre œufs? On peut, mais casser, pour qu'ils ne voient pas que c'est un œuf. Sinon, elles vont casser leurs œufs pour les manger. Alors, quand on introduit. a trop d'œufs, effectivement, il vaut mieux partager avec d'autres personnes. Mais si on a une fois beaucoup trop, on pourrait leur donner à manger. Mais éviter qu'elles prennent le goût de ça, parce que alors on reconnaît une poule qui a du jaune à son bec, c'est qu'elle perce les œufs, même des autres, hein, donc pas que les siens. Donc introduire des nouvelles poules au sein d'un élevage existant, ça peut poser problème. Donc il y a des poursuites, des bagarres pour que la nouvelle hiérarchie s'établisse. C'est souvent les plus anciennes qui prennent le dessus. Donc éviter d'ajouter une nouvelle poule parmi beaucoup d'anciennes. Ayez plutôt l'inverse, une ou deux anciennes poules avec beaucoup d'autres. Donc là, elles vont s'en sortir. Donc, mais plus ou moins, bon, c'est l'ancienne qui va prendre le dessus, elle veut contrôler tout. Donc elle veut manger en premier, elle veut empêcher les autres de manger.
au début, ça se passe un peu comme ça, mais après, elle se rend compte qu'elle s'en sortira jamais, parce que pendant qu'elle est occupée de disputer là, il y a d'autres qui viennent manger et piller autre chose. Donc, après, elle se rend compte qu'elle doit partager. Donc, voilà. Elles peuvent être très méchantes, hein, elles peuvent s'entretuer, hein, et empêcher carrément que les autres y mangent et qu'ils meurent de faim. Hein. Donc il faut toujours faire quand même très attention. Comme Michel dit, les nouvelles doivent être supérieures au moins en nombre que les anciennes. Mais la seule possibilité qu'il y a, parce qu'une poule a un territoire et elle n'a pas beaucoup de mémoire. Elle a son territoire et pas beaucoup de mémoire. Donc la seule possibilité qu'il y a, c'est momentanément les mettre tous dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, aussi bien les jeunes que les anciennes. Et très peu de mémoire, ça fait 15 jours à un mois. Donc si vous avez une partie de votre poulailler que vous savez clôturer pendant un certain moment, mais aussi de l'intérieur. Donc là, ça dépend un petit peu de tout, comment on est installé. Et après, donc, on les met tous dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Elles sont toutes nouvelles. Et elles n'ont pas cette hiérarchie encore, et elles vont se construire plus facilement. Donc moi, j'ai un endroit toujours où ils ne vont pas habituellement. C'est enfermé. À ce moment-là, je les laisse enfermer pendant quelques temps. Je les mets ensemble, et puis ça se passe nettement mieux. Oui, donc les jeunes sont enfermés avec les anciennes dans le nouvel endroit. Ah, oui. Je pensais que tu mettais les anciennes dans un nouvel endroit et les jeunes dans mais parfois, l'endroit après, définitif. je garde d'être plus jeune avec les plus anciennes, donc je dois pas les mélanger, donc je le fais comme ça. Et quand il y a la présence d'un coq, est-ce que ça régule pas tout ça? Ça peut, oui. Lui, il va un petit peu faire l'ordre. Oui. Donc, pas une poule pour un coq. Hein. Il faut minimum 4 à 5 poules pour un coq. Ah oui, sinon ils vont l'user. Il y a un phénomène qu'on peut faire en même temps avec le partager, si on a un poulailler assez grand et puis on a une verdure assez grande, de faire 2 parties parce que ça permet, comme les poules ils tournent bien, ils enlèvent tout, ça fait, on le met dans la deuxième partie qui est encore en herbe et ça fait faire repousser l'herbe dans la première partie. Donc on alterne entre deux parties. Ça permet aussi qu'ils soient en meilleur. Mais souvent, lorsque les poules ont tout nettoyé, il n'y a plus grand-chose qui repousse pendant des mois et des mois. Il faut vraiment... Il faut ressemer. Si on fait une rotation assez... Ça va être grand, hein, ça va être grand. Sinon... Est-ce qu'on peut sortir ces poules ou son poulailler dans un jardin d'agrément un temps minimum sans qu'il y ait trop de dégâts? Est-ce qu'on peut les sortir? Est-ce qu'on peut les sortir? Vous pouvez faire un enclos déplaçable. Donc, par exemple, voilà, ça on peut faire. Le soir, normalement, elle retourne à... Oui. Si on ouvre un portail et qu'elles vont dans le jardin d'agrément, à ce qui paraît, c'est un très bon scarificateur. Ça peut améliorer notre stabilité. Ouais, elle chie partout aussi. Hein. Une à 2 heures, ça va? On ne peut pas la laisser toute la journée. Ça dépend de tout ce qu'on cultive aussi. Si on cultive des plantes annuelles, elles vont tout foutre en l'air. Si c'est que des arbustes et des arbres, là, il n'y a pas de souci. Donc, mais à ce moment-là, laissez-les dehors si vous voulez réduire le temps. Laissez-les dehors quelques heures avant le coucher du soleil. Parce qu'automatiquement, elles vont rentrer d'elles-mêmes. Si vous les sortez le matin, Tintin, il ne va plus rentrer jusqu'à le petit peignoir. Oui, ça coûte 5-6 heures du soir. Journée porte ouverte et 2 heures après. Et tout ce qui reste au potager sera mangé. Mais si vous n'avez plus rien, ou bien un terrain à défricher, là, vous pouvez laisser. Là, et elle fait faire souvent ce que nous on aime bien aussi, hein, les salades, les tomates. Mais les limaces et les chenilles aussi. Hein, donc, voilà. En deuxième lieu. Voilà. Et donc amener des volailles d'âge différents, ça permet d'avoir des œufs tout le long de l'année. Donc, hein, c'est un peu ce que tu fais. Hein, de quoi ça? Ben, quand on a des volailles d'âge différents, ça permet de couvrir aussi la période hivernale avec de jeunes pondeuses. Ouais, voilà, et le problème, il se passe si on veut renouveler le cheptel en les laissant couver certains œufs. Ah oui.
Toutes les variétés ne coupent pas spontanément. Hein. Voilà. Les poules sélectionnées pour la ponte, Ouais. vous allez avoir de temps en temps une qui va couver. Ouais. Donc elle ne pond plus non plus, hein. Elle va couver les œufs des autres. Mais souvent dans les races sélectionnées, ça arrive rarement. Donc il vaut mieux avoir des petites poules, genre, pas barbarie, mais enfin des petites qui Enfin, un sont mélange couveuses, et elles vont parfois couver les œufs des autres. Mais il faut un coq. Et c'est intéressant d'avoir des poules, de mélanger des poules pondeuses avec d'autres races un peu ornementales ou Ben, il y a un intérêt ou pas? les poulets de chair et les poules pondeuses, il ne faut pas les mettre ensemble parce que bon, ils n'ont pas la même nourriture. Donc le poulet de chair, lui, il doit grandir assez vite, donc on donne plutôt une nourriture adaptée à lui, parce que ça ne que quelques mois. Tandis qu'une poule pondeuse, ben, là c'est... Ouais, donc, et il faut des poules, sinon les autres vont peut-être aller casser les œufs des autres, donc c'est un peu... Il vaut mieux séparer. Il y a beaucoup de races de poules aussi pondeuses. Hein. Et c'est pas Oui, parce oui. que vous avez une grosse poule, par exemple la Sussex, c'est la belle poule blanche avec le col noir là, et le bout de queue noir. Elle pond régulièrement aussi, mais les œufs sont plus petits, malgré que la poule est plus costaud, beaucoup plus grosse et plus grande. Quoi. Donc ce sont souvent les poules les plus légères, les plus minces qui pondent les plus gros œufs et le plus d'œufs. C'est une sélection qui a été faite à l'origine. Et c'est toujours bien aussi de mélanger les races. Hein. Comme ça, vous avez aussi des particularités dans les œufs qui peuvent être légèrement différents entre les uns et les autres. C'est que pour le commerce qu'il faut tous des œufs bruns de telle taille, etc., de tel poids. Pour nous, c'est quand même plus intéressant d'avoir une variété différente. Est-ce que quand on a des chats et un poulailler, ça peut cohabiter? Ouais. Et vous allez avoir beaucoup moins vite des souris. Le chat, il va aller dormir dans la paille qui est là au-dessus et il va faire la chasse aussi. Ah, il peut être dans Et les le poulailler poussins, sans si vous avez problème. des poussins, là, Oui, les poussins, ça pour eux, c'est des proies. Il faut des grosses poules quand on a des chats, que ça se défende? Non, parce que c'est... Il y a certains chats, mais maintenant ça n'existe presque plus. Je dirais que dans le temps, qui vivaient que dans les fermes, qui devaient absolument chasser pour avoir à manger. Mais maintenant, les chats qui sont nourris avec des croquettes ou avec autre chose ne sont plus chasseurs comme dans le temps. Mais moi, j'ai encore connu chez mes parents que les chats, ils revenaient avec un faisan qu'ils avaient attrapé. Donc un faisan, c'est déjà une grosse bête quand même qui a presque la taille d'une poule. Mais maintenant, un chat de ville. Un chat, il va faire fuir les rats, lui, par contre. Il va protéger un peu le poulailler ou pas, non? Non, je confirme. Il y a des chats qui prennent des rats. Oui. Il y a encore eu ça. Enfin, ils ne font pas des... Oui, jeunes rats. Des jeunes, oui. Mais il faut vraiment un bon chat chasseur à ce moment-là. Un chien rapier va plus facilement s'attaquer à un rat qu'un chat. Voilà, je crois que c'est terminé. Voilà. Ben, j'espère que ces quelques conseils vont vous susciter le goût d'avoir un petit élevage et c'est à la portée de Et tout le où monde. est-ce qu'on peut en acheter? C'est quoi le mieux? Ben, moi pour l'instant, enfin je sais pas, vous habitez la région? Oui, tout près d'ici. Moi je les achète pour l'instant, c'est sur la route de Menin. Donc vous prenez la rue de Menin, vous allez jusqu'au rond-point, le garage Volkswagen. Là. Vous allez tout droit. Continuez tout droit au Requem. L'ancienne route qui mène vers Menin. Vous passez sous le pont de l'autoroute. Et juste après, Juste après, il y a une toute petite route qui va dans le champ. Oui. Vous tournez là, Qui la longe première à l'autoroute. gauche, et c'est là sur le coin. Et il faut aller le vendredi soir, parce que là, il y a l'arrivage des nouvelles pour la soirée. Ouais, il y a que le soir, ouais. Qui fait le marché. Donc là, vous n'avez pas les poules qui ont déjà traîné sur le marché dans le courant d'air, qui n'ont pas eu à boire nécessairement à temps et en heure. Bon, je suppose qu'il fait ça comme il faut, hein. Je ne critique pas ce qu'il fait. Mais si vous voulez quelque chose alors qui vient plus fraîchement arrivé, c'est comme ça. Et tout de suite, essayez de les habituer à boire. Même souvent, ils sont habitués à boire à
à un biberon. Tétine. Alors ils ne vont pas Tétine, trouver l'eau chez vous. Donc c'est important, au milieu, donc vous les enfermez à un endroit pas trop grand. Il ne faut pas tout de suite les laisser courir dehors. Non, si vous avez un petit poulailler comme on a vu là, vous fermez les premiers jours. Ils savent que c'est l'endroit, leur abri aussi. Donc, donc vous mettez l'eau en plein milieu et tu surveilles pendant une demi-heure, 1 heure s'il faut. S'ils ne vont pas boire, vous prenez une poule, vous l'inclinez légèrement la tête qu'elle est avec son bec dans l'eau. Elle va sentir que voilà c'est la de tasse. C'est très important parce que sinon, votre poule va attraper donc ce que j'avais dit, le gosier trop sec, les narines trop secs, et elle va faire un genre de rhume de cerveau, et elle risque d'en mourir, hein, parce qu'après elle ne boit plus, elle ne s'alimente plus. Donc c'est très important. C'est pour ça aussi que je dis, essayez d'aller le vendredi soir après 6 heures, quand le nouvel arrivage est arrivé. Elles ont mangé jusqu'à la dernière minute presque. D'accord. Route de Menin vers Riquet. Vers Riquet, juste après l'autoroute. Ouais, c'est un petit chemin. Juste, ça longe l'autoroute, hein, donc il faut passer le pont et directement tourner à droite. Là. Et là au bout, à gauche. Sinon, ils en vendent chez Dufonzo, ils en vendent ailleurs aussi. Hein. Ils ne vendent pas que des poules, hein, ils vendent des pintades, ils vendent de tout. Voilà. Et ils sont en bonne santé. Et il y a au moins 6-7 variétés différentes qui vendent. C'est quoi son nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. D'accord, ça coûte combien? Là, ça coûte à peu près 9 à 10 euros. Tandis qu'ailleurs, souvent... Mais c'est jeune. Oui, à ce moment-là, c'est déjà prêt à pondre. Prêt à pondre, qu'on dit. Donc elles ont au moins 6 semaines, même plus que 6 semaines. Même, là, on s'est en acheté à 6 semaines, et ceux-là, ils ont peut-être déjà 12 semaines. Donc il faut encore 1 mois et demi avant qu'elles commencent à pondre. Il fait une saison, j'imagine, il faut le prendre au printemps. C'est mieux. Maintenant, plutôt au printemps. Oui, quand les jours sont déjà un peu plus chauds. Avril-mai. Au mois de mai, ça c'est l'idéal. Un poussin qui est né un peu avant Pâques. Donc tant qu'ils ont 10-12 semaines, on est à peu près fin mai. Et les isoler au moins 3-4 jours dans le poulailler. Et alors, comme je disais, si vous voulez qu'elles dorment à un endroit bien précis, le soir...